puis je la mettrai sur la chaîne ensuite, si vous voulez réviser un petit peu votre cours et votre TD. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le TD, sur les hacheurs série. Est-ce qu'avec vous, j'avais fait cet exo-là, l'exercice 5? Est-ce que je l'avais traité? Je ne me souviens plus si je l'avais fait avec les deux groupes. Donc, est-ce que cet exo avait été traité? Le 5 est une application directe du cours. Dites-moi. Oui, on l'avait traité, mais je n'avais pas bien compris la dernière question. Parce qu'on l'avait fait très rapidement sur la fin du cours. Juste, dans quel cadran peut fonctionner ce hacheur, c'est ça? Oui. Voilà. Juste le cadran, en fait, aussi, la tension V moyen que vous allez avoir au bord de la MCC, on a montré qu'elle vaut alpha multiplié par U. U, c'est la tension d'alimentation du hacheur, qui est toujours positive, elle vaut 120 volts ici, et le alpha est compris entre 0 et 1. Donc le V moyen est toujours positif. Vous avez un V moyen qui est positif, en fait j'aurais dû mettre V moyen positif plutôt. Voilà. Vous avez donc le V moyen qui est positif, et vous avez le courant I qui peut circuler que dans un sens, puisque vous avez qu'un seul élément hacheur et qu'une seule diode. Vous voyez que le courant I circule toujours dans le même sens, c'est-à-dire que le I de T est toujours positif. Et donc ça, c'est un seul cadran. C'est-à-dire que ça vous donne un couple qui est moteur et ensuite un V moyen positif et donc une seule vitesse de rotation. V moyen positif, ça veut dire aussi que la tension E, la force électromotrice E est positive. Donc un seul sens de rotation est toujours un couple moteur. Donc ça signifie que le hacheur va fonctionner dans un seul cadran. Les quatre cadrans, en fait, c'est du coup un V moyen qui pourrait être positif ou négatif et un I qui pourrait passer dans les deux sens, être lui aussi positif ou négatif. Et là, vous auriez les quatre configurations possibles, c'est-à-dire les deux types de fonctionnement, génératrice ou moteur, et puis les deux sens de rotation, le sens trigo et puis le sens horaire. Voilà. Donc là, on n'a qu'un seul cadran. Alors, il y a des hacheurs 4 cadrans, mais on ne les utilise pas ici. Un hacheur 4 cadrans, c'est un hacheur qui est constitué donc, de 4 éléments hacheurs et de 4 diodes. Donc, ça fait un montage un peu plus complexe. Je pense qu'on vous reparlera de ça en troisième année. Voilà, tout ce que vous faites pour électrotechnique. Comment? L'ordre des cadrans, du coup, c'est dans le sens direct? Oui, voilà, les cadrans, les différents cadrans. Le premier cadran, en fait, vous avez un petit schéma sur les cadrans, sur le cours de la MCC. Le premier cadran, c'est celui qui a dans le quart supérieur de droite, donc avec une vitesse de rotation positive, un courant qui est positif, et puis après vous avez celui qui est juste à côté. Alors on peut le prendre, vous voyez à côté ou celui du bas, hein. Alors, il n'y a pas vraiment de sens. En tout cas, si vous allez juste à côté ensuite, vous allez avoir le courant qui va devenir négatif et la vitesse de rotation qui est toujours la même. Donc ça, c'est un fonctionnement génératrice, etc. Donc vous avez deux types de fonctionnement en génératrice avec deux sens de rotation et puis deux façons également de faire fonctionner le moteur avec les deux sens de rotation possibles pour le moteur. Voilà, il y a des hacheurs qui permettent d'alimenter dans les quatre cadrans, ce qui n'est pas le cas de ces hacheurs-là qui alimentent uniquement dans un cadran. Alors, on va commencer par l'exercice 2. Donc, quelle étude d'une association d'un transistor et puis d'une diode. Alors, il faut voir que tout ça, enfin, ce circuit-là, il est alimenté, quand vous avez cette association-là, vous allez avoir en plus une résistance, généralement. Voilà, une résistance R. Et puis une tension d'alimentation ici. Voilà, vous avez ça. Alors cette tension-là, on peut l'appeler, pour la distinguer de VCE, on peut l'appeler VCC. Voilà. Si on veut que ce transistor-là soit correctement polarisé, ici vous avez un transistor de type NPN. C'est-à-dire que la base est d'OPP et puis le collecteur émetteur sont d'OPN. Bon, il faudrait un peu travailler sur le fonctionnement du transistor. Et donc, pour l'amorcer, ce transistor, il faut un courant de base ici, positif. Donc, si le courant de base est positif et suffisamment fort,
le transistor va se mettre à conduire. On va dire on essaie de l'emmener dans son état saturé. Donc il conduit, il se comporte quasiment comme un fil, il laisse passer le courant. Et par contre, si IB est égal à 0, si on met un courant de base égal à 0, et là, le transistor est bloqué, il se comporte comme un interrupteur ouvert entre le collecteur et l'émetteur, il ne laisse pas passer le courant I. Voilà, alors, dans l'état passant, on vous demande de faire l'étude d'abord de ce montage-là dans l'état passant. Alors, vous voyez que vous avez une diode et un transistor. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça sert. Donc, alors pour polariser le transistor correctement, pour qu'il soit passant, il faut que la tension VCE, ici on a un transistor de type NPN, il faut que la tension VCE soit positive. Pour qu'elle soit positive, il faut appliquer une tension, il faut avoir une tension VCC, du coup cette tension de polarisation VCC qui soit positive. Voilà, et dans ce cas-là, VCE va être positif, et il faut un courant de commande I sur la base positif, et là, le transistor va devenir passant. Donc, polarisation correcte du transistor. Donc, un VCE positif plus un courant de commande, qui est le courant de base, suffisamment grand et positif sur la base du transistor. Je vous rappelle que les trois électrodes, c'est l'électrode B, c'est la base. L'électrode C, on appelle ça le collecteur, et l'électrode E, l'émetteur. Voilà. Donc, le courant de base, c'est le courant de commande. C'est un courant faible qui va permettre soit de rendre le transistor passant, soit de le bloquer. Alors, lorsque le IB est suffisamment grand, on dit que le transistor est saturé. Et dans ce cas-là, le VCE, lorsqu'il est passant, est égal à VCE sat. On arrive à la saturation, on travaille entre le blocage et la saturation. Voilà, il faudrait aussi rentrer un petit peu plus en détail sur le fonctionnement du transistor. Et le VCE sat n'est pas très loin, enfin est relativement faible. Et très souvent, on fait l'approximation que le VCE sat est à peu près égal à 0. Et comme VCE plus VD, tension bord de la diode, est égal à 0, vous avez le VD, du coup, qui est également proche de 0. Et donc, du coup, la diode D est potentiellement passante. D, potentiellement, ça rend cette polarisation, ça rend la diode D potentiellement passante. Monsieur? Oui, je vous écoute. Je ne comprends pas très bien parce que dans le cours, on nous dit que le transistor est passant quand VCE égale 0. Du coup, j'ai pas très bien compris la première question. Non, alors, il faut que, en fait, le VCE n'est pas tout à fait égal à 0. Le VCE est légèrement plus grand que 0. Pour que la polarisation soit correcte, il faut que vous ayez un potentiel sur le collecteur du transistor qui soit supérieur au potentiel que vous avez sur l'émetteur. Pour ça, en fait, on place une tension, vous voyez, c'est la tension BCC. Voilà, qui vient polariser, on appelle ça la tension de polarisation du transistor, qui vient polariser le transistor via une résistance. Vous voyez, vous avez cette tension-là et vous avez la résistance R. Et lorsque le courant de base est suffisamment grand, la tension VCE va diminuer jusqu'à quasiment s'annuler, mais pas tout à fait. Vous voyez, généralement, il reste un reliquat de tension, on appelle ça la tension de saturation. Et cette tension de saturation vaut quelques dixièmes de volt à quelquefois un petit peu plus que 1 volt. D'accord ? Et là, dans ce cas-là, le transistor est passant. C'est un peu complexe, c'est toujours pareil, c'est des composants qui sont non linéaires. Vous voyez, ça, c'est quelquefois là, des choses un petit peu comme avec la diode, vous voyez, qui paraissent, on met la diode devient passante, et lorsqu'elle devient passante,
Elle se comporte pratiquement comme un interrupteur fermé. C'est pareil pour le transistor. Lorsque le courant de base est suffisant, si le transistor est correctement polarisé, vous voyez, sur son étage de sortie, donc entre le collecteur et l'émetteur, pour ça, il faut mettre une tension VCC qui est généralement assez grande. Hein, ça peut être une tension qui vaut plusieurs centaines de volts. Lorsque vous avez à la fois la condition sur la base qui est réalisée, c'est-à-dire un courant de base suffisamment grand, une tension VCC qui est positive dans ce cas-là, ben, vous allez avoir, lorsque le transistor va conduire, le VCE qui va être très faible, pas tout à fait égal à 0, mais pas très loin de 0. Et dans ce cas-là, on dit que le transistor est saturé. Voilà, et du coup, si le VCE est proche de 0, comme VCE plus VD est égal à 0, on peut dire que le VD, ben, la tension de la diode, est également à peu près égale à 0, et donc que la diode peut potentiellement conduire. Voilà. Alors, vous voyez à quoi elle va servir, cette diode-là? Ben, lorsque le transistor est passant, lorsque le IB est positif, vous voyez, le courant, a priori, peut passer que dans un sens, dans le sens du collecteur vers l'émetteur. Mais si par contre le courant arrive dans l'autre sens, ce qui se produit assez souvent en électronique de puissance, un courant dans l'autre sens, par exemple un fonctionnement, on passe d'un fonctionnement génératrice à un fonctionnement moteur, ben, c'est la diode qui va prendre le relais. D'accord? Donc si le courant I, donc le courant entre le collecteur et l'émetteur, devient négatif, et qu'on a toujours la bonne polarisation pour le transistor, et donc lorsque le courant I devient négatif, alors celui-ci peut passer par la diode. Oui, la diode, en fait, elle rend le montage qui est au départ unidirectionnel en courant, c'est-à-dire que le courant peut passer que dans le sens collecteur-émetteur, elle le rend réversible en courant, c'est-à-dire que on va fermer le transistor grâce au courant de base qui est positif, et le courant va pouvoir passer dans le sens collecteur-émetteur ou en sens inverse grâce à la diode. Voilà, la diode, elle sert à ça, à rendre le composant réversible en courant. Voilà. Et par contre, si donc l'état bloqué du courant va se produire si le courant IB est égal à 0. Donc là, le transistor est bloqué. Alors, s'il est bloqué, on a la tension VCE qui devient égale à mon VCC, ce que j'ai appelé VCC sur montage, égal à BCC. Ouais, donc là, c'est très très grand, c'est une tension qui est très grande, le courant ne passe pas. Donc là, le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert entre collecteur et émetteur. Donc le transistor est bloqué, et du coup, la tension VD, vous voyez, VD, qui est la tension entre anode et cathode, et VD devient fortement négatif, comme VD est égal à moins VCC. Donc VD dans le sens anode cathode, et ça devient négatif, donc on est sûr que la diode est bloquée. Donc dans ce cas-là, vous voyez, à la fois le transistor ne peut pas laisser passer le courant, et puis la diode est également bloquée. Et là, le transistor peut, dans ce cas-là, lorsque IB est égal à 0, il ne peut ni passer par la diode, il ne peut ni passer par le transistor. Voilà. Alors, donc, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est l'état du transistor qui va dicter l'état de la diode. Donc, si le transistor est passant, ben, la diode va pouvoir passer. Si par contre le transistor est bloqué, la diode, elle ne sera pas passer le courant. Alors, à quoi sert la diode? Ben, la diode, elle sert à rendre cette association bidirectionnelle en courant. C'est-à-dire grâce à la diode, on a réalisé un interrupteur qui est commandable par le courant de base et qui est bidirectionnel en courant. C'est-à-dire qu'il peut laisser passer le courant dans un sens, il peut aussi laisser passer le courant sur l'étage de sortie dans l'autre sens. D'accord? Donc, la présence de la diode permet la réversibilité en courant du montage. Permet d'assurer la réversibilité du courant. Monsieur,
Oui. Si on a I qui est négatif dans ce deuxième cas, Il ne pourra pas passer. Qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, il ne pourra pas passer. Parce que, vous voyez, en fait, vous avez le transistor qui est bloqué. Le fait d'avoir IB qui est égal à 0, le transistor est bloqué. C'est-à-dire que, vous voyez que de ce côté-là, vous voyez, si on efface un petit peu, regardez, si on efface ça, là, ici, lorsque IB est égal à 0, vous avez ici votre transistor qui va se comporter comme un interrupteur ouvert, ici, vous voyez, entre l'émetteur et le collecteur, vous avez, donc lorsque IB est égal à 0. Donc s'il se comporte comme un transistor ouvert, vous voyez que le VCE devient égal à VCC. Et donc on impose entre cathode et anode une tension sur la diode qui est positive, puisque le VCC est positif. Donc, ça veut dire que le VD sur la diode va être égal à moins VCC, il va être fortement négatif, donc la diode est polarisée en sens inverse, le transistor est bloqué, et donc le courant il peut passer ni dans le sens positif ni dans le sens négatif. Mais justement, la question que j'avais là-dessus, c'est que enfin, si on a le courant I qui est négatif, ça implique qu'on ait changé de sens pour la tension, non? Enfin, j'imagine, sinon on n'a plus les pas bonnes... forcément, parce que c'est plus complexe que ça, ce genre de montage. Vous allez le trouver, les transistors, vous avez plusieurs éléments comme ça qui sont associés. Vous allez trouver ce type d'association dans des hacheurs 4 cadrans ou dans des onduleurs, par exemple. Et donc, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que souvent, c'est la machine qui est montée, qui est en aval, qui va, de par son fonctionnement, imposer un petit peu le sens du courant. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, un moteur qui peut fonctionner en génératrice ou qui va fonctionner réellement en moteur. Voilà, et c'est lui qui va imposer le sens du courant. Voilà, c'est ce fonctionnement 4 cadrans dont on vous parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que généralement, la machine peut tourner dans les deux sens et elle peut fonctionner en génératrice ou elle peut fonctionner en moteur. Vous voyez, une génératrice enfin, lorsque vous avez un moteur qui passe en fonctionnement génératrice toujours avec le même sens de rotation, vous avez le courant qui s'inverse parce que le couple de la machine devient un couple résistant. Vous voyez, c'est là. Il faut voir ça. Par exemple, vous avez un véhicule électrique en descente. Et dans ce cas-là, vous voyez que le sens de rotation de la machine tournante est toujours le même. Par contre, le courant va s'inverser puisque la machine ensuite va fonctionner en génératrice. Donc, vous allez avoir un couple résistant et donc un courant qui s'inverse. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir finalement les fonctionnements dans tous les cadrans et donc avoir toutes les configurations possibles, une tension qui reste à peu près la même et un courant qui s'inverse. Donc, c'est plus complexe que ça, mais l'intérêt de ce petit montage-là, de l'association transistor et diode en parallèle, vous en verrez donc l'utilité l'année prochaine lorsque vous parlerez d'onduleurs ou de hacheurs 4 cadrans. Ok, merci. Donc là, la diode, sur ce montage-là, elle permet d'assurer la réversibilité du passage du courant par rapport au transistor qui serait tout seul. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit exo? Oui, la réversibilité, c'est par rapport à la question 3, c'est bien ça? Ouais, alors la réversibilité, oui, c'est par rapport à la question 3. Le fait que, effectivement, lorsque le transistor est passant, le courant peut passer dans les deux sens, soit dans le sens collecteur-émetteur, soit dans le sens anode-cathode en passant par la diode. Ok, mais si ça passe dans l'autre sens, Ouais. le courant, comment dire, parce que il va toujours tourner dans un sens, non? Non, alors, vous voyez, Je le vois comme une boucle en fait, mais pas une boucle, une petite boucle à l'intérieur du grand circuit en alors, fait. grâce à la diode, lorsque le transistor est passant, en fait, il va se comporter comme ça et comme un court-circuit, à peu près comme un court-circuit. C'est-à-dire que Ouais. ça, vous n'allez plus l'avoir. Et ça, pour qu'il se comporte comme un court-circuit, il faut sur la base envoyer un courant IB qui est
positif et supérieur à une certaine valeur. On appelle ça le courant de saturation. Alors, vous voyez, du coup, le courant, il peut faire les deux trajets. Il peut passer, il peut faire soit comme ça, Ouais. voilà, être positif comme ça, ou s'il veut passer dans l'autre sens, vous voyez, il va pouvoir aussi passer dans l'autre sens. Vous voyez, et pour passer dans l'autre sens, il va passer par la diode. Il va faire ça. Hop, voilà, il passera dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez D'accord, avoir ok. un courant dans ce sens-là qui sera positif dans ce sens-là. Voilà. Et ce signe-là, ça va dépendre du coup, ce que vous disiez, de la charge, du rôle. Voilà, c'est la comment on va charge, contrôler la charge. c'est ça en fait ce que vous avez là, c'est ce que vous avez ici qui va imposer. Voilà, si à la place de ça vous avez une génératrice, la génératrice elle peut imposer le passage du courant dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Oui, c'est pas simple, mais en fait cette association, en fait on dit que le transistor en fait c'est un interrupteur unidirectionnel en courant, commandable à la fermeture et à l'ouverture. C'est-à-dire que grâce au courant de base, on va pouvoir faire en sorte que ce soit un interrupteur fermé ou un interrupteur ouvert. Et s'il est tout seul, le courant peut passer que dans un seul sens, dans ce cas-là pour un transistor NPN, dans le sens du collecteur vers l'émetteur. Et le fait de rajouter la diode, ça le rend réversible en courant, c'est-à-dire que c'est un interrupteur où le courant peut passer dans les deux sens, mais qui est commandable aussi à la fermeture et à l'ouverture. Et c'est ça qui fait un petit peu l'intérêt du transistor par rapport à une diode, c'est qu'on commande l'ouverture et la fermeture du transistor. Alors que pour la diode, l'ouverture et la fermeture de la diode se fait naturellement. Donc là, on a la commande, et le fait de mettre la diode en plus, ça vous donne la réversibilité du courant. Ok, merci. Et monsieur, pardon? Ouais. Dans le cas où on prend le chemin vert, donc le I est supérieur à 0, pourquoi est-ce que I n'a pas le droit, ou en tout cas ne passe pas par le chemin rouge aussi? Il pourrait. D'ailleurs, c'est pas I. Non, parce que le transistor empêche de passer par. Vous voyez, il ne peut pas prendre le chemin émetteur-collecteur parce que dans un transistor de type NPN, le courant peut passer que du collecteur vers l'émetteur. Il ne passera pas de l'émetteur vers le collecteur. D'accord? Pour avoir ça, il faudra avoir un transistor PNP, mais avec un transistor PNP, on se retrouve toujours dans le même problème, c'est-à-dire que le courant passerait bien de l'émetteur vers le collecteur, mais après, il ne pourrait pas passer du collecteur vers l'émetteur. Donc, il faut cette diode anti-parallèle par rapport au transistor pour assurer la réversibilité du courant. Alors là, l'émetteur, il est en haut ou en bas? L'émetteur est en bas. Ouais. Vous voyez, l'émetteur est en bas, en fait. Bon, le truc qu'on n'a pas trop détaillé, alors, voilà, attendez, si je reviens. Ici, vous voyez, vous avez l'émetteur qui est repéré par la petite flèche. Dans le symbole du transistor, vous avez cette petite flèche-là qui vous repère l'émetteur. Donc, le collecteur, c'est l'électrode opposée, vous l'avez ici. Et puis là, B, c'est l'électrode de commande. C'est-à-dire que sur le IB, c'est un petit courant, vous voyez, parce que c'est la commande. Le IB est petit. Et par contre, ensuite, ce qu'on appelle IC, ce courant-là, en fait, le courant qui passerait à travers le collecteur, on appelle ça généralement le IC. Et le courant IC, c'est un très fort courant pour un transistor de puissance. Vous avez un gain entre la base et entre le courant de base et puis le courant de collecteur, c'est-à-dire que vous avez le IC sur IB qui vaut bêta. Si on veut rentrer un petit peu dans les détails, on appelle ça le bêta du transistor, le gain en courant, IC sur IB. Et ce gain en courant est généralement supérieur à 50 en électronique de puissance, voire ensuite, lorsqu'on fait des transistors de petite puissance, il peut être de 200, il peut être vraiment très très élevé. Et donc ça veut dire qu'avec un petit courant de base, je peux commander un courant qui est beaucoup plus fort. Le courant IC, c'est le courant qui va traverser le moteur ensuite. Vous voyez, donc le courant qui va apporter une grosse puissance au moteur et donc un fort couple au moteur. Donc vous voyez, tout l'intérêt du transistor, c'est qu'on va laisser passer un courant fort entre le collecteur et l'émetteur, c'est là où il y a l'interrupteur, et ce courant fort entre le collecteur et l'émetteur, c'est ce courant-là qui va passer dans le moteur ou la machine, qui va, comme le courant est fort, ça va apporter un fort couple à la machine, et ensuite, grâce à un courant qui est beaucoup plus petit sur la base, donc qui va consommer rien par rapport à la puissance qui est fournie au moteur,
on peut commander l'interrupteur, c'est-à-dire qu'on peut dire au transistor entre collecteur et émetteur de se fermer ou de s'ouvrir. Et ça, on le fait grâce à la base. Généralement, c'est des microcontrôleurs, c'est une commande à base de microprocesseurs ou de microcontrôleurs qui commandent la fermeture ou l'ouverture du transistor grâce à un petit courant sur la base. Et tout l'intérêt des transistors en électronique de puissance, ce qui a été complexe à faire, c'est avoir des transistors qui sont capables de tenir des très fortes tensions en inverse, c'est-à-dire des tensions lorsqu'il est bloqué, une tension entre le collecteur et l'émetteur qui peut être très forte, qui peut être de plusieurs centaines de volts. Et ensuite, on veut que le transistor de puissance il soit capable, lorsque il est passant, de laisser passer des courants qui sont très forts, idéalement des courants de plusieurs centaines d'ampères, puisque c'est les courants qu'il faut pour alimenter ensuite les moteurs. D'accord ? Voilà un petit peu à quoi il sert le transistor et son intérêt. Et ce qui a été complexe à faire, c'est des courants, des transistors qui sont traversés par des courants très forts et qui tiennent en inverse des tensions qui sont très élevées. Donc quand le petit courant IB, la commande, elle laisse fermer le transistor, donc le courant passe. Ouais. Et là, il y a le rapport IC sur IB. Qui vaut bêta. Alors en général, le IC même, il est inférieur à bêta IB parce que lorsqu'il est saturé, on essaie de mettre un courant qui va rendre le transistor saturé. C'est un petit peu complexe. Donc on a le IC qui est généralement un petit peu inférieur au bêta multiplié par le IB-SAT. Voilà, mais bon, on est à peu près dans ces ordres-là. C'est-à-dire qu'on a un IC qui est beaucoup plus grand, malgré tout, que le courant de base. Ok, et là, il n'y a aucun moyen que le courant passe par la diode à ce moment-là. Alors, si le courant est positif, dans ce cas-là, c'est-à-dire si le courant IC est dans le sens collecteur-émetteur, il va passer par le transistor. Et par contre, si... Ah oui, voilà. Parce que le moteur qui a en aval, il fonctionne en génératrice. Là, le courant va être dans l'autre sens et il va passer par la diode. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une diode de puissance, une diode qui soit capable de tenir un très fort courant. C'est l'association d'un transistor de puissance avec une diode de puissance. Mais qu'est-ce qui fait lorsque le courant est positif, donc quand il va de l'émetteur vers le collecteur, que le courant préfère passer par la diode que par parce qu'il ne peut pas passer par le transistor. Le transistor, de par son fonctionnement, un transistor NPN, il laissera passer un courant que dans le sens du collecteur vers l'émetteur. Il ne peut pas, de par sa structure, le laisser passer de l'émetteur vers le collecteur. Donc, pour le rendre réversible, il faut obligatoirement mettre la diode, la montée en antiparallèle par rapport au transistor. D'accord. Si vous voulez un transistor, il laisse passer, quand vous prenez un type de transistor, NPN, le NPN, il laisse passer le courant du collecteur vers l'émetteur lorsqu'il est passant. Il ne peut pas le laisser passer de l'émetteur vers le collecteur. Et si vous avez un transistor, par contre, PNP, l'autre type de transistor, lui, le courant, il le laisse passer de l'émetteur vers le collecteur. Mais il faudrait mettre une diode à l'envers pour assurer la réversibilité avec un transistor de type PNP. Voilà. Ok. Mais du coup, monsieur, si jamais on met un PNP, il faudrait juste changer le sens de la diode et ça fonctionnerait de la même manière et on aurait les mêmes résultats. Voilà. On change le sens de la diode, la tension de polarisation serait en sens inverse également et ça fonctionnerait de la même manière. On peut faire les deux, on peut mettre un PNP avec une diode à nouveau antiparallèle par rapport au transistor et ça fonctionnerait de la même manière. D'accord, merci beaucoup. Sauf qu'après, quand on va vous faire des exos, parce que vous n'allez pas vraiment étudier, vous allez voir, le fonctionnement du transistor est très, très compliqué. C'est un composant qui est non linéaire. C'est absolument... pour l'étudiant, c'est imbuvable d'étudier le fonctionnement du transistor. Moi, je l'ai fait quand j'avais votre âge, j'ai fait un peu d'électronique. Mais c'est très complexe, notamment le fonctionnement en régime... le fonctionnement normal, lorsqu'il n'est pas saturé, c'est très, très compliqué. Donc, on vous embêtera
s'embêtera pas trop avec le fonctionnement du transistor, mais l'année prochaine, quand vous allez faire des onduleurs, on va vous dire, voilà, c'est un interrupteur. Et la plupart du temps, on considère que c'est un transistor de type NPN qui se comporte, qui est soit ou bloqué, c'est-à-dire qu'entre collecteur et émetteur, vous pouvez remplacer par un interrupteur ouvert. Et lorsque le transistor est passant, on remplace entre collecteur et émetteur par un court-circuit. Voilà, c'est tout ce qu'on fera. On le fera fonctionner entre l'état bloqué et ce qu'on appelle l'état saturé. Et pas les états intermédiaires, parce qu'il y a aussi des états intermédiaires possibles entre l'état bloqué et l'état saturé, mais ça, on ne vous en parlera pas. Voilà, on vous en parlera pas de n'importe quelle scolarité, je pense à l'ESTACA, parce que c'est assez compliqué. Vous n'avez quand même pas une formation qui est orientée électronique petit signal, hein, vous faites de l'électronique de puissance. Donc pour les convertisseurs statiques, les redresseurs, onduleurs, gradateurs, etc. Mais après, voilà, on ne va pas du tout aller sur le fonctionnement du transistor, qui est un fonctionnement à nouveau assez compliqué. Mais par contre, vous allez faire beaucoup d'électrotexte, c'est-à-dire que cette matière-là, électricité appliquée, ça va devenir de l'électrotechnique, et ça va pas mal se complexifier ensuite à partir de la 3e année. Vous allez voir, il y a des choses assez difficiles dans ce domaine. Mais bon, c'est dans l'air du temps. Alors, voilà, donc là, juste en dessous, l'exercice 3, vous avez l'association de 2 convertisseurs. Ça permet d'alimenter un moteur alternatif. Donc, c'est juste à titre d'exemple. Je ne rentre pas du tout dans les détails. Donc, c'est la présentation d'un variateur de vitesse que vous étudierez l'année prochaine. Donc, vous avez le schéma détaillé de la chaîne de puissance qui permet d'alimenter un moteur alternatif cette fois-ci. Donc, plutôt une machine asynchrone ou une machine synchrone. Voilà, pas la machine à courant continu. Donc l'objectif est de modéliser, de moduler la puissance fournie par l'alimentation en amont par rapport à une stratégie de commande de la machine en aval. Donc au vu la question, au vu des systèmes en amont et en aval, dites quelle est la nature du régime en amont et en aval de la machine. Alors, en aval et en amont, vous avez de l'alternatif. Alors, ici, de ce côté-là, côté à gauche, en amont, vous avez de l'alternatif à fréquence fixe. F égale 50 Hz, donc c'est le réseau alternatif triphasé classique. Voilà. Et puis en aval, donc ça c'est en amont. Voilà. Et en aval, ce qu'on souhaite avoir, c'est à nouveau une tension alternative, mais à fréquence variable. Et c'est tout l'intérêt de ce montage-là, c'est que la fréquence F qu'on va récupérer sur la machine, on va pouvoir faire varier, l'alternative qu'on va récupérer en aval, ça va être de l'alternative à fréquence variable. Et on va pouvoir faire varier la fréquence de l'alternative en aval grâce à la commande de T1, T2, T3 qui sont jusqu'à T6, qui sont, vous voyez, 6 transistors. Alors là, ce sont des transistors MOS, ce ne sont plus des transistors bipolaires. On le voit à la double barre que vous avez au niveau de la commande. Donc, ils sont commandables, eux, en tension et pas en courant comme les transistors bipolaires. Donc, grâce à la commande de ces 6 transistors, on va pouvoir, vous voyez, transistors avec des diodes en antiparallèle, hein, le montage qu'on a étudié précédemment. Et grâce à la commande donc, de ces 6 transistors, on va pouvoir avoir de l'alternatif dont la fréquence varie. C'est ça qui est intéressant. Au lieu d'avoir du 50 Hz fixe, je vais avoir de l'alternatif à fréquence variable. Et grâce à une fréquence qui varie, je vais pouvoir faire varier la vitesse de rotation des moteurs synchrones et des moteurs asynchrones. Vous voyez, on a vu que pour une machine à courant continu, on fait varier la vitesse de la machine à courant continu grâce simplement à une tension continue variable. Vous voyez, en faisant varier le rapport cyclique de la commande, j'arrive à avoir une tension dont la valeur moyenne est variable. Elle varie entre 0 et sa valeur max. Et avec ça, c'est suffisant
pour faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Pour un moteur alternatif, un moteur synchrone ou un moteur asynchrone, pour faire varier sa vitesse, il faut faire varier la fréquence de la tension alternative. Vous voyez, si grosso modo, si je place une tension alternative sur le moteur de 50 Hz, je vais avoir une vitesse de rotation de 50 tours par seconde à peu près. Ça dépend après du nombre de pôles, etc. Mais bon, grosso modo, on va avoir du 50 tours par seconde. Si je veux multiplier par 2 la fréquence de rotation, il va falloir que je place une tension alternative de 100 Hz sur la machine. Ce n'est pas possible directement avec le réseau classique. Donc, il faut faire varier la fréquence EF. Et donc, c'est la fonction 3 qui va permettre d'avoir de l'alternatif, de créer de l'alternatif à partir à fréquence variable. D'accord? Donc, d'un côté, on a de l'alternatif fixe à fréquence fixe et à droite, de l'alternatif à fréquence variable. Alors, quelle est la fonction pour avoir de l'alternatif à fréquence variable? Il faut d'abord redresser la tension. C'est-à-dire que le premier montage va servir à redresser l'alternative triphasée. D'accord? Donc, le montage, la fonction 1, c'est un redresseur. Donc, un redresseur, ça, on va étudier ça cette année. Vous voyez, alors un redresseur grâce à un montage qui s'appelle un PD3, ça veut dire un pont double avec 3 branches, donc double parce que vous avez 2 diodes par branche, vous voyez qu'il y a 3 branches puisque vous avez les 3 phases du triphasé. Donc la fonction 1, c'est la fonction redresseur, hein, ça permet de passer de l'alternatif à 50 Hz à une tension qui est quasiment continue. Et ensuite, alors, vous avez une bobine, ici, elle, et un condensateur. Alors, la bobine, elle va servir à lisser le courant n'est pas tout à fait lisse en sortant du redresseur, et puis la tension n'est pas tout à fait continue. Donc, le rôle de la bobine et du condensateur, c'est de filtrer le courant et la tension. Je vous écoute. Oui, excusez-moi, pour la question 2, la question c'était quelle est la nature du régime de courant en aval? Juste pour pouvoir avoir une réponse. Oui, alors pour la. Vous avez dit que c'était un redresseur, mais on nous le disait déjà en fait. Attendez, je regarde un peu les questions qui sont posées. Pour la question, on vous demandait la nature en amont et en aval du montage. Donc, à gauche du montage, on a de l'alternatif à 50 Hz, triphasé, hein, puisqu'on a, vous voyez que vous avez les 3 phases. Oui. À droite, vous allez retrouver de l'alternative triphasée à fréquence variable, de manière à faire varier la vitesse de rotation des machines alternatives. Alors, la question 2, la fonction 1 est un redresseur. Ah oui, donc effectivement le redresseur. Donc en amont, j'ai de l'alternatif et en aval, donc à la sortie du redresseur, je vais avoir du continu. D'accord. Ok, c'était ça ma question. Voilà, c'est un convertisseur. Donc en amont, voilà. Alternatif. Et en aval, du continu. Voilà, donc là, ensuite, le filtre LC, donc L permet de lisser le courant et C de lisser la tension. Alors, la question 4. Voilà. Alors, la fonction 2 ne change pas la nature du régime du courant. Voilà, oui, donc c'est le lissage. Et ensuite, donc, la fonction 3, la fonction 3, c'est un onduleur. Donc, ça s'appelle un onduleur, et un onduleur permet le passage du continu à l'alternatif à fréquence variable. Donc là, on a un convertisseur, si vous voulez. C'est un convertisseur continu vers l'alternatif. Voilà, et la question 5,
On vous demande alors la commande ensuite des transistors, vous verrez ça l'année prochaine, là c'est complexe. Hein. Alors pourquoi on ne doit pas commander simultanément T1 et T4? Parce que sinon on fait un court-circuit. Vous voyez, si on rend T1 et T4 passant, donc T1 il peut fonctionner avec T5 ou avec T6, mais pas avec T4. Donc T1 et T4 ne doivent pas être commandés simultanément, sinon on fait un court-circuit, on court-circuite dans ce cas-là, on court-circuiterait le transistor. Non, le condensateur, plutôt, on va court-circuiter. Si on commande T1 et T4 simultanément, on court-circuit du condensateur, ce qui peut être dommageable pour le montage. Voilà. Monsieur? Oui, je vous écoute. Comment vous avez su, je reviens à la question rapidement, comment vous avez su que c'était l'alternatif en amont? En aval, c'est dit, mais en amont, Alors, voilà, vous avez le triphasé, vous avez les trois phases. C'est une alimentation, quoi. C'est juste c'est EDF, quoi. Oui, voilà, c'est ce qui. Okay. Voilà. Si vous avez un train, dans un train, actuellement, vous avez un TGV, vous avez des moteurs asynchrones. Donc, ce qui arrive par le pantographe, c'est le triphasé de EDF, c'est-à-dire du triphasé avec bien sûr une tension efficace qui est très élevée, mais il arrive à 50 Hz, puisque EDF délivre que de l'alternative à 50 Hz. Ensuite, donc, vous avez la première fonction qui va redresser, ça va se faire dans le train. Hein. Vous avez donc un redresseur donc, qui transforme l'alternative à 50 Hz de EDF en continu. Et ensuite, vous allez avoir la fonction 3, le onduleur, qui va passer du continu à de l'alternative à fréquence variable. Voilà. Et donc, la commande des transistors, hein, donc des 6 transistors, voilà, vous verrez ça plus tard. Hein, donc, c'est plutôt voilà, c'est pas forcément évident. On passe pas mal de temps sur l'étude du onduleur, donc de ce convertisseur qui permet de passer du continu à l'alternatif. Monsieur, j'avais une autre question. Oui. Pour la 3, je comprends pas pourquoi on peut filtrer alors qu'on est sur du continu. Alors, vous n'êtes pas tout à fait sur du continu, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ondulations résiduelles. On le verra, la fonction 1, on va l'étudier juste après le hasher, le redresseur. Et vous allez voir qu'on n'a pas quelque chose qui est parfaitement lisse. On récupère un petit peu de l'ondulation. Alors, en triphasé, le redressement se fait plutôt très bien. C'est-à-dire qu'on a peu d'ondulation, mais il faut quand même filtrer un petit peu l'ondulation si on veut vraiment une tension qui est parfaitement lissée, qui est parfaitement continue. D'accord? Donc vous allez voir qu'il faut, il faut quand même, le condensateur qui s'oppose aux variations de tension va avoir pour effet de lisser la tension. La bobine, elle lissera le courant. Donc on va voir ça juste après ce cours, dans le cours sur le redressement. Voilà, donc on passe à l'exercice 5 que j'ai fait. Alors, je vous rappelle que les résultats importants de l'exercice 5, oui, je vous écoute. Moi, j'avais juste une question sur l'exercice 3, parce que, en fait, en entrée et en sortie, on va avoir de l'alternatif, et du coup, c'est quoi le but, c'est d'avoir de repasser en continu entre les deux? On est obligé, l'onduleur, pour fonctionner, il fonctionne avec du continu. On envoie du continu à l'entrée de l'onduleur et il vous ressort, grâce à la commande des 6 transistors, il va vous ressortir de l'alternatif de fréquence variable. On est obligé, pour faire fonctionner l'onduleur, de repasser par le continu. Il ne fait pas directement, vous voyez, il n'y a pas de montage capable de convertir l'alternatif à fréquence fixe en alternatif à fréquence variable. On est obligé de passer par le continu, et à partir du continu, l'onduleur, il donne une fréquence, un signal alternatif, donc un jeu de tension alternatif à fréquence variable. D'accord. Voilà. Alors, pour la suite, je vous rappelle un petit peu le fonctionnement du hasher série. Oui, avec la commande du hasher, en faisant varier le rapport cyclique d'ouverture et de fermeture du hasher, on fait varier la tension moyenne V. On avait montré que le V moyen, donc le V moyen, c'est cette tension-là, ici. Donc on a montré que le V moyen égale à 1 sur T, hein, c'est 1 sur T intégrale de 0 à T de V de T dt.
Donc V de T, vous voyez, c'est une tension qui vaut grand U entre 0 et alpha T, puis 0 entre alpha T et T, hein, puisque lorsque le hacheur est fermé, donc passant, il se comporte comme un interrupteur fermé, et dans ce cas-là, U s'applique directement sur la MCC. Et par contre, lorsque le hacheur est ouvert, il est équivalent à un interrupteur ouvert, et dans ce cas, le courant, enfin, la continuité du courant est assurée par la diode, et si la diode conduit, la tension V est égale à 0. Donc, cette tension V de T, elle vaut grand U entre 0 et alpha T, et elle vaut 0 entre alpha T et grand T. Donc, si on fait la moyenne, pour moyenner cette tension-là, je prends l'air que j'ai hachuré en blanc. Cet air-là vaut alpha T multiplié par grand U. Je divise par T et je trouve que le V moyen vaut alpha multiplié par U. Et donc, oui, je vous écoute. Ce que je comprends pas, c'est quand le hacheur se comporte comme un interrupteur ouvert, je comprends pas comment il peut y avoir du courant ou même de la tension vu qu'il n'y a rien qui alimente. Alors, parce que la MCC est de nature inductive. C'est-à-dire que le schéma équivalent électrique de la MCC, c'est une force électromotrice E, une résistance V à la résistance induite, et puis une bobine L. Et donc, vous voyez, lorsque vous avez des courants qui circulent, dans ce circuit-là, vous allez avoir de l'énergie magnétique qui est emmagasinée dans la bobine. Vous voyez, et lorsque l'interrupteur H est ouvert, c'est la diode qui va prendre le relais. Vous voyez, la diode va se comporter comme un interrupteur fermé. Vous allez voir ça, et du coup, vous allez avoir l'énergie qui a été emmagasinée dans la bobine, puisqu'il y a du courant qui passe dans la bobine. Cette énergie-là va diminuer, vous voyez, et va passer par la diode. Donc, vous allez avoir ce circuit-là pour le courant. Mais ça dure pas indéfiniment, du coup. Non, bien sûr, c'est très bref. C'est-à-dire que là, il faut voir que vous avez une période qui vaut ici 5 millisecondes. Vous voyez, une période de 5 millisecondes, ça vous fait une fréquence. Vous voyez, prenez l'inverse, ça vous fait 200 Hz, une fréquence de 200 Hz. Donc, ça veut dire que tous les 200 fois par seconde, vous avez le cycle qui va changer. Voilà, et donc c'est extrêmement bref. Donc, c'est pour ça que vous allez être sur une phase de croissance du courant. Lorsque le hacheur est passant, vous allez avoir le courant qui va augmenter, avoir votre courant qui va faire ça, et ensuite, quand vous allez passer sur si vous voulez, la phase de roue libre, c'est-à-dire quand la diode va fonctionner, le hacheur est ouvert, vous allez avoir le courant qui va diminuer, puis il va croître, rediminuer, etc. Donc, vous allez avoir à peu près cette allure-là. D'accord ? Donc, effectivement, au cours de la phase de roue libre, hein, c'est-à-dire entre alpha T et T, c'est l'énergie qui est emmagasinée dans le bobinage, si vous voulez, de la machine, qui va se libérer, qui va diminuer en passant par la diode D. D'accord ? Ouais, merci beaucoup. Voilà, alors ce qui est important de retenir ici, c'est que le U moyen, du coup, est égal à alpha U, et donc si alpha varie entre 0 et 1, V moyen va varier entre 0 et U. Alors, l'exercice, on va passer à l'exercice 6, du coup. Donc ça, c'est une application directe de ce qu'on vient de voir dans l'exercice 5. Alors, on souhaite alimenter une charge sous une tension comprise entre 100 et 400 volts. Et on vous demande avec une tension en amont de 500 volts sur le hacheur, et on vous demande entre quelle valeur doit-on faire varier le rapport cyclique pour alimenter entre 100 et 400 volts. Voilà, donc le V moyen égale à alpha U.
doit être compris entre 100 et 400. Donc, vous voyez, ça vous fait un alpha, puisque V moyen vaut alpha U. Et ça vous donne alpha, compris, du coup, entre 100 divisé par U, donc 100 sur 500, et 400 divisé par 500. Donc, ça vous fait un alpha qui doit être compris entre 0,2 et 0,8. Donc, ça, c'est la commande ensuite du hacheur. Elle se fait grâce à un microcontrôleur ou un microprocesseur. On fait varier ainsi, donc de façon périodique, l'alimentation du hacheur. On le fait soit se fermer, soit on l'ouvre avec une commande de grille ou de base, parce que généralement c'est un transistor, égal à 0 pour le rendre bloqué. Voilà, exercice 7 ensuite, donc là c'était assez simple. Exercice 7. Alors, donc on a toujours un hacheur série, de tension source, donc c'est la tension en amont égale à 100 volts. Il alimente un moteur à courant continu à excitation constante dont la FM vaut E. Et la FM, vous savez, on a vu qu'elle valait d'une machine à courant continu K phi oméga. Donc si le phi est constant, parce que c'est un moteur à excitation indépendante, on peut le K phi le rassembler à une autre constante petit k. Donc on a E égale K fois petit n. Et ici, le petit n est en tours par minute. Voilà. Alors, le courant. Alors, du coup, vous voyez, on se retrouve avec cette configuration-là, c'est-à-dire, voilà, vous avez votre hacheur. Voilà, vous avez ça. On peut redessiner un petit peu le montage. Voilà, ici, donc, alors, est-ce qu'on tient compte des effets inductifs? Je ne crois pas. Voilà, la MCC, on va la modéliser par une force électromotrice E insérée avec une résistance R, R étant la résistance d'un duel. Donc là, vous avez R égale 1,2 ohm et E égale à K multiplié par petit n. Donc la diode de roue libre, D, et ensuite le hacheur. Donc le hacheur, en fait, l'élément hacheur, en fait, c'est un transistor, hein, c'est un simple transistor. Voilà, les deux petits traits verticaux indiquent qu'il est commandable à la fermeture et à l'ouverture. Voilà. Et ensuite, en entrée, vous avez donc la tension U de T, vous la trouvez ici. Et vous avez une tension V d'alimentation ici, égale à 150 volts. Voilà. Voilà, donc je vous laisse faire les questions. Je peux vous laisser travailler un petit peu. Je ne sais pas s'il y en a, peut-être certains l'ont fait. Si vous l'avez fait, ou pour ceux qui l'ont fait, vous pouvez passer l'exercice 8. Voilà, pour les autres, donc essayez de faire les questions donc A, B, C, D, c'est relativement simple. Si vous avez compris ce qu'on a fait précédemment, vous pouvez écrire donc ici, alors là, j'ai de I de T. Vous voyez, vous pouvez faire une loi des mailles sur la maille de sortie, c'est-à-dire écrire que U de T vaut E plus RI de T. La valeur moyenne de U, vous savez ce qu'elle vaut, puisque c'est un hacheur. Donc, on vous demande d'exprimer la vitesse du moteur en fonction de U moyen et de U et de I moyen, et d'en déduire ensuite une relation entre la vitesse de rotation, alpha, petit i,
Au départ, le moteur tourne dans le vide. Hein, ce qu'on vous dit, à vide, le courant d'induit moyen vaut 2 ampères. À partir de ça, on vous demande quel est le réglage de alpha pour que la vitesse du moteur soit de 1500 tours par minute. Ensuite, on fait fonctionner à la question C le moteur sur une charge, donc le courant devient beaucoup plus élevé. Vous voyez, des 2 ampères qu'on avait à vide, lorsque le moteur tourne dans le vide, on a, bien sûr, s'il entraîne une charge, un courant consommé qui est beaucoup plus élevé, hein, puisque je vous rappelle que C, le couple vaut K-phi multiplié par I, donc le couple devient plus fort, le courant absorbé est égal à 20 ampères, donc la nouvelle vitesse de rotation, forcément, vous dites que la vitesse de rotation va diminuer, si le alpha reste le même, et ensuite la valeur de alpha à donner au hacheur pour que la vitesse de rotation, avec un courant de 20 ampères, redevienne égale à 1500 tours par minute. Voilà, je vous laisse chercher quelques minutes, hein. Voilà, on va dire une dizaine de minutes, et puis je reviens vers vous ensuite. Alors, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous les posez, et puis voilà, j'y réponds. Voilà, je vous laisse chercher en tout cas. Monsieur, Oui, je vous écoute. moi j'ai une question dans le cours. À un moment donné, il y a des démonstrations à faire. Oui. Et je me demandais si vous les ferez avec nous. On va les faire à l'exercice 8, donc notamment la démonstration donc pour calculer l'ondulation en courant. Je vous ai dit qu'on la fera en exo, on va la faire dans l'exercice 8. Et ensuite, il y a le fonctionnement en conduction interrompue lorsque le courant absorbé est très faible. Le courant peut s'interrompre sur des petits segments de temps. Donc ce fonctionnement-là, on le verra également dans l'exercice 9. Donc tout ce qui n'a pas été traité en détail en cours va l'être ensuite dans le TD. Voilà, vous en faites pas. Non, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas trop réussi, mais il y en a que j'ai réussi, d'autres j'ai pas trop compris. Donc. Voilà, alors ce qui est un peu difficile, c'est la fin. Surtout le calcul de l'ondulation en courant. On va le reprendre. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, mais en tout cas, si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai la semaine prochaine. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on aura terminé tout ce qu'on peut faire en fait sur le hacheur. Hein. Voilà, donc, vous aurez au programme, bien sûr, du partiel, la MCC et puis le hacheur. Et les démonstrations, elles seront. Oui, les démonstrations, tout ce qui sera fait en télé, et ce qui va être fait en télé, il faut savoir le refaire. Ok. Notamment les démonstrations de cours, elles vont être faites en télé. Voilà. Donc allez-y, essayez de faire l'exercice 7. Et pour ceux qui ont terminé, commencez le 8 si vous voulez.
Mathieu, Oui, je vous écoute. on pourrait juste avoir une correction de la question 1 parce que, pour éviter que je fasse des boulettes après. Parce que je crois que Oui, si vous voulez, on peut. Alors. Donc, vous commencez par exprimer U de t en fonction de E, R et I, et puis vous moyennez, puisque vous savez ensuite que la valeur moyenne, vous voyez, vous avez après. Là, vous pouvez alors vous indiquer comment, voilà, comment commencer. Hein. Vous voyez, vous avez du coup le U de t qui vaut E plus RI de t. Vous passez à la valeur moyenne. Donc, quand vous moyennez, donc le E moyen comme le E est fixe, ça vaut E tout simplement, plus RI moyen. Et ensuite, vous savez que U moyen est égal à alpha V, hein, puisque le U de t provient du HR. Donc, ça dépend du rapport cyclique. Et puis après, en combinant tout ça, vous trouvez petit n. Enfin, vous avez la relation petit n en fonction de alpha et puis de i. Alors après, c'est juste de l'application numérique. Ok, merci. Monsieur, Oui, je vous écoute. moi j'ai une question, mais ça remonte un peu loin, mais c'était juste, je pensais avoir compris sur le coup, mais plus tard j'ai pas trop, enfin je me suis repenché, j'ai pas trop compris. Quand dans la MCC on dit que U est supérieur à 0, il y a un moment dans le cours où on dit que ça revient à dire que la vitesse de rotation est supérieure à 0. Je vois bien la relation qu'on utilise, c'est E égale K fois oméga, mais le problème c'est que, enfin, genre, E c'est égal à U plus ou moins RI. Donc en fait, on ne sait pas si c'est tout le temps positif ou tout le temps négatif. Si vous êtes en fonctionnement de moteur et en convention générateur, vous voyez, quand vous êtes en fonctionnement moteur, vous avez donc l'induit qui peut être modélisé par voilà, qui peut être modélisé de cette façon-là. Là, vous avez votre tension d'alimentation U, le courant I. Voilà, et quand vous êtes en fonctionnement moteur, vous allez avoir le U qui est positif et le I qui est positif dans ce sens-là, en convention récepteur. Donc U égale E plus RI, et donc E égale à U moins RI, si vous êtes en fonctionnement moteur. Et quand vous passez en fonctionnement génératrice, la génératrice, elle va fournir de la puissance électrique. Généralement, on passe en convention générateur. C'est-à-dire que pour avoir le U et le I positif, on va changer le sens du courant, puisque c'est la machine qui va fournir le courant. Ça, et vous voyez, on prend le courant dans l'autre sens. Pourquoi? Pour avoir la tension U positive et le courant positif, parce qu'on passe en fonctionnement génératrice. Et dans ce cas-là, on va écrire que U est égal à E moins RI, et donc vous allez avoir E qui est égal à U plus RI. Parce que là, je suis en fonctionnement génératrice, c'est-à-dire que la machine, dans le deuxième cas, fournit de la puissance électrique, elle est alimentée grâce à de la puissance mécanique, on fait tourner l'axe du moteur, elle fournit de la puissance électrique, alors que dans le premier cas, elle fonctionne en moteur, et dans ce cas-là, on adopte plutôt la convention générateur, et on écrit que U est égal à E plus RI. Donc dans ce cas-là, on va avoir le U positif, le I positif, et là, si je suis en fonctionnement génératrice,
en convention générateur, je vais avoir U positif et I positif également. Et vous voyez, j'ai changé de convention. Je passe de la convention récepteur à la convention générateur. J'aurais pu conserver la convention récepteur. Dans ce cas-là, j'aurais eu un I négatif. Ouais, je suis d'accord, mais ma question c'était par rapport à la vitesse de rotation positive ou négative. On Mais dit la vitesse de rotation, vous voyez, elle est. Vous avez E qui est égal à K phi multiplié par N. Donc si le E est positif, alors ça va dépendre, vous voyez, de ce que vous avez, enfin, dans quel sens vous dites que votre vitesse de rotation est positive. Est-ce qu'elle est positive dans le sens Rigaud ou dans le sens horaire? Mais en tout cas, vous voyez, bon, comme le K phi, généralement, on peut le rassembler dans une constante K, puisque souvent le phi est, si on a une excitation indépendante, le phi est constant. On se retrouve avec E égale Kn. Et donc, on a, voilà, on a, si le N est positif, on a un E qui est positif. ouais. D'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'on nous disait que si U était positif, donc pas E mais U, Oui. on aurait un N positif. Mais si U est positif, ça ne veut pas forcément dire que E est positif. C'est ça que je comprends pas. Alors, si la tension U est positive, si vous êtes voilà, si vous avez un U positif, vous avez un E qui est positif également. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la chute de tension RI dans l'inducteur, elle ne sera pas supérieure à U. Donc même souvent, on va la négliger. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez une résistance qui est souvent on fait l'approximation que le E est à peu près égal à U. C'est ce qu'on fait souvent Ok. avec les hacheurs, parce que vous avez un R qui est très petit. Vous voyez, donc vous avez un RI généralement, même si le courant est grand, vous avez très souvent le RI qui est très inférieur à U. Donc généralement vous avez le E et le U qui sont du même signe. Hein. Ok. Ok, non, mais c'était ça ma question. Ok, merci. Voilà, alors, donc, mais je reviens, là, je corrige l'exo, là, j'espère que vous avez un petit peu avancé. Alors, donc, on a U moyen qui vaut E plus RI moyen, U qui vaut moyen qui vaut alpha fois V, et puis E qui est égal à, je crois, petit k multiplié par N. Parce qu'on englobe dans le petit k, on englobe le grand K fois phi. Hein. Et donc, ben, si on souhaite calculer la vitesse de rotation, donc U moyen égale alpha V égale Kn plus R I moyen. Et donc, le petit n est égal à alpha V moins R I moyen et divisé par K. Alors, avec du coup les valeurs numériques, V vaut 150, R petit r vaut 1,2 multiplié par I moyen et K, donc si le N est en tours par minute, K vaut 8, 10, moins 2. Alors vous avez trouvé pour la question petit b que le alpha valait combien du coup? 0,816. 116. Voilà, 0, à peu près 0,82, donc on fait l'application numérique. En fait, c'est une application numérique. On a alpha fois 150 moins 1,2 fois I moyen. Donc le I moyen, c'est fonctionnement à vide, donc 2 ampères, divisé par 8, 10 moins 2, égale à 1500 tours par minute. Là, et ça vous donne un petit alpha, effectivement, qui vaut à peu près 0,82. Pour la première question,
U égale E plus RI, c'est parce que c'est la convention moteur. Voilà, on est en convention générateur, en fait. Générateur, pardon. Ouais. D'accord. En fait, le schéma, on en a presque pas besoin, en fait. Le schéma, on en a presque pas besoin. C'est-à-dire Le schéma que vous avez dessiné en haut, il n'est pas donné dans le TD. oui, non, non, on est en convention. Voilà, vous êtes en convention générateur, donc c'est pas nécessaire de mettre tout le schéma. Effectivement, si vous vouliez, c'est pour rappeler un petit peu le schéma du hacheur série. Voilà, et puis effectivement, on adopte plutôt la convention générateur, puisque si U est positif, dans ce cas-là, I sera positif également, puisqu'on a un fonctionnement moteur. Vous voyez bien qu'on ne parle pas de fonctionnement générateur. Hein. Dans ce cas-là, si on avait voulu parler de fonctionnement générateur, passer du fonctionnement moteur au fonctionnement génératrice, il faut avoir au moins un hacheur de cadran, voire un hacheur 4 cadrans. Pour avoir les deux sens de rotation et puis les deux sens de courant possibles, il faut un hacheur 4 cadrans. Donc, dessus, il y a 4 éléments. C'est-à-dire il y a 4 éléments hacheurs et puis il y a 4 diodes également. Donc là, c'est plus complexe et ça, on n'en parle pas cette année par rapport au volume horaire du cours. On en parlera l'année prochaine, par contre. Voilà. Ensuite, le I moyen, le moteur fonctionne en charge, le I moyen passe à 20 ampères, et vous avez trouvé que la vitesse de rotation valait combien dans ce cas-là? Le petit n? 1230. Voilà, 1230, moi je dis 1238. Donc on a le même rapport cyclique, donc fois 150. Par contre, voilà, le courant augmente, donc fois 1,2 fois 20, et puis divisé par 8, 10 moins 2. Et on trouve, voilà, moi je vais trouver 1238 tours par minute. Et la question petit d, n égale 1500, cette fois-ci, on veut que n soit égal à 1500 et on vous demande le rapport cyclique. Donc là, c'est le rapport cyclique qui est inconnu. Là, le courant vaut toujours 20 ampères, fois 20, c'est divisé par K, 8, 10 moins 2, et vous avez trouvé que le alpha valait combien ici du coup? Voilà, je me fous l'application, 0,96, c'est ça, ouais. Voilà, hein, donc je vous laisse un petit peu l'exo sous les yeux pour que vous puissiez noter. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Pardon, je reviens encore sur la question 1. Ouais. Parce que dans l'énoncé, est-ce que vous pouvez juste redire comment vous savez que c'était un truc générateur? Parce que dans l'énoncé, ils parlent de moteur tout le temps. Ils disent moteur à courant continu. Oui, donc c'est pour ça on est en convention récepteur du coup. Donc, je vais parler de convention générateur lorsque la MCC fonctionne en génératrice. Mais vous aurez, on ne voit pas du tout le cas où la MCC fonctionne en génératrice, nous, parce qu'on est sur des hacheurs 4 cadrans. Donc systématiquement, on est sur les fonctionnements moteurs. Donc là, on est en fonctionnement moteur, là. On est sur un fonctionnement moteur. Là, et donc, comme on a fait dans le TD6 MCC, on est tout le temps en fonctionnement moteur, enfin quasiment. Oui, on a quasiment pas vu de fonctionnement génératrice. D'accord, ok. Voilà. Et là, la commande avec un seul cadran, c'est un fonctionnement moteur. C'est-à-dire que là, la MCC fonctionne toujours en moteur. Voilà. De toute façon, c'est dit, l'énoncé, ils n'arrêtent pas de parler de moteur tout le temps, donc non. Oui, voilà, dans les énoncés, voilà, on vous parle de. Oui, il parle d'un moteur, il parle de résistance R de l'induit du moteur, alimente un moteur à courant continu. Voilà. Oui, c'est toujours des fonctionnements moteurs parce qu'effectivement, on a un seul cadran et donc la machine, on la fait fonctionner qu'en moteur. Mais elle peut fonctionner en moteur et en génératrice. Alors, si on veut pouvoir passer du fonctionnement générateur au fonctionnement du fonctionnement génératrice au fonctionnement moteur ou inversement, il faut un hacheur 4 cadrans. Et ça, on n'en parle pas ici, on n'a pas trop le temps.
Vous verrez ça vous verrez ça l'année prochaine, parce que vous allez continuer à faire de l'électrotech l'année prochaine. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à l'exercice 8. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais même, vous voyez, je vais effacer l'exercice 7, comme ça je serai à côté du... j'aurai l'exercice sous l'exercice, enfin le texte de l'exercice 8 sous les yeux. Voilà. J'efface ça si vous avez noté. Voilà. Et on passe à l'exercice 8. Ça, je peux l'effacer aussi, je pense. Voilà, alors vous avez toujours un hacheur, un seul cadran, donc exactement le même système de commande qu'on a étudié précédemment, avec une MCC et une inductance supplémentaire, une inductance de lissage. Donc vous voyez au niveau du schéma équivalent de la MCC, on va se retrouver avec la force électromotrice E, induite, la résistance induite et puis la bobine L. On vous dit que la source est une tension continue de 140 volts. Le moteur fonctionne à flux constant, donc on n'a pas à se préoccuper du cas phi. Le cas fois phi, on l'englobe dans un petit cas. Vous voyez ici égal à 0,153. Alors, le courant moyen du moteur est imposé par la charge mécanique qui est constante, c'est-à-dire qu'on a toujours le même courant qui va être absorbé parce que la charge mécanique, son couple ne varie pas. Et on vous donne les chronogrammes de U de T, I de T. On vous dit que l'inductance totale est estimée à 57,6 mA. C'est-à-dire qu'on va rajouter de l'inductance pour lisser le courant, plus l'inductance du moteur. On a en tout 57,6 mA. On vous donne les chronogrammes, vous les avez ici en bas, et on vous demande de calculer le rapport cyclique, la fréquence de hachage de la commande, puis tracer les chronogrammes des courants dans les semi-conducteurs H et D, ensuite estimer la valeur moyenne du courant, puis l'ondulation du courant dans la charge et en déduire son ondulation relative par rapport à sa valeur moyenne. Alors, on va voir que, du coup, l'ondulation relative est trop importante. On a, je crois, plus de 40% d'ondulation relative. Ça, c'est pas bon, puisque si on a 40% d'ondulation relative, on va avoir finalement des trop grosses variations de courant qui vont être, qui peuvent endommager la machine à courant continu. Et on souhaite, ce qu'on va faire ensuite, c'est essayer de faire en sorte que l'ondulation en courant soit plus faible. Voilà, on va intervenir ensuite sur la fréquence de hachage pour diminuer l'ondulation en courant. Voilà, donc je vous laisse faire à partir. Alors, vous voyez, essayez de voir par quel composant passe le courant et du coup essayez de tracer le courant dans le hacheur, puis le courant dans la diode de roue libre. Voilà. Je vous laisse faire tout ça. Donc voilà, faire les premières questions. Vous pouvez faire facilement les questions de A à D, il n'y a absolument aucun problème, bien sûr, par rapport aux chronogrammes qui vous sont donnés. Voilà, donc je vous laisse chercher un petit peu. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. C'est quoi exactement l'ondulation relative? C'est le delta I. D'accord. Et quand on dit par rapport à la valeur moyenne, du coup, ça serait delta I sur la valeur moyenne. Voilà, delta I sur I moyen. Vous voyez que l'ondulation, vous l'avez, le courant il ondule entre 26 et 16 ampères. Vous avez une certaine valeur moyenne, vous calculez le rapport delta I sur I moyen. Je vais juste noter que vous voyez, le courant, donc on a des variations linéaires du courant, que ce soit en phase de croissance ou en phase de décroissance du courant.
On ne voit pas, vous voyez, l'effet de lorsqu'on calcule le courant, on a une exponentielle. Vous voyez, on fait en sorte ici que on ne voit pas cette exponentielle. Vous voyez l'exponentielle qui intervient dans la résolution de l'équation différentielle sur le courant. On verra ça un peu plus tard. Donc on fait alors soit parce que la fréquence de la charge est grande, ou soit parce que l'inductance est grande. On voit pas l'exponentielle. On peut voilà, on a un courant qui est linéaire par morceau. Voilà. Je vous laisse tracer IH, ID et puis après répondre aux questions. Monsieur? Je vous écoute. Mais du coup, donc l'ondulation relative, c'est pareil. Enfin, ils entendent la même chose quand ils parlent de variation relative du courant? Oui, c'est ça, C'est la oui, même la chose. variation relative du courant, oui, on veut l'imposer à 5%, c'est-à-dire qu'on va avoir un delta I qui ne vaut pas plus que 5% multiplié par la valeur moyenne. En fait. Là, vous allez voir que vous avez un delta I qui est très grand par rapport à la valeur moyenne. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre un peu. Que ça varie entre 26 et 16 ampères. Non, mais parce que quand j'ai fait le calcul, moi je trouve genre 50%, enfin Mais pas 48%. loin de 50%, effectivement. Ouais. Donc je me dis c'était bizarre qu'après ils mettent 5%. Oui, ça fait. Oui, oui. Le 50%, comme c'est le cas ici, ou 40%, je ne sais plus trop combien ça fait. Effectivement, c'est trop important. Ça peut endommager le moteur. Hein. N'oubliez pas que c'est un moteur à courant continu. Il est normalement fait pour fonctionner avec un courant constant, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, on fait en sorte, effectivement, que l'ondulation ne soit pas aussi élevée. Hein. C'est ce qu'on va essayer de voir après. Ok, merci.
Alors, je reviens vers vous. Donc, le rapport cyclique pour les premières questions, pour les faire juste à côté des chronogrammes. Vous voyez que le rapport cyclique alpha, donc c'est le T-on sur le grand T, le temps pendant lequel le hacheur reste passant divisé par la période totale. Donc 6/10, on a un rapport cyclique de 0,6. Et la fréquence de hachage, c'est l'inverse de la période de U de T, donc 1/10-2, 100 Hz. Alors ensuite, on vous demande de tracer les chronogrammes du courant dans le hacheur. Lorsque le hacheur est passant, vous voyez, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que si le hacheur est passant, donc pour T compris entre 0 et alpha T, c'est le hacheur qui est commandé, donc H est passant, donc l'élément hacheur c'est un transistor, et la diode D est bloquée. D'accord, si vous voulez, au niveau du schéma, ça vous donne ça, vous n'avez plus la diode. Et puis, vous pouvez remplacer ensuite le hacheur par un fil. Vous vous retrouvez avec ça. Donc, on voit tout de suite que dans ce cas-là, I de T est égal à IH, IH plutôt égal à I de T, le courant dans le hacheur égal à I de T. Et ensuite, on voit que ID est égal à 0. Et si on se place entre, cette fois-ci, alpha T et grand T, donc là, le hacheur est bloqué. Donc le transistor est bloqué. Et la diode, du coup, devient passante pour assurer la continuité du courant. Et D est passante. Voilà, alors dans le deuxième cas, deuxième partie de la période, donc c'est la diode qui devient passante, donc on peut la remplacer par un fil. Et le hacheur par contre est ouvert, on se retrouve avec donc forcément IH est égal à 0. Et par contre, ID est égal à I de T. Donc, ici, H est bloqué, D est passante, IH égale I de T et ID égale 0. D'accord? Donc, première partie de la période, le courant passe par le hacheur, par l'élément hacheur, par le transistor, si vous voulez. La diode est bloquée, donc le ID vaut 0, IH est égal à I de T. Deuxième partie de la période, c'est le hacheur qui est bloqué, qui est ouvert, le transistor est ouvert, et donc du coup le courant passe par la diode de roue libre, ID est égal à I de T. Voilà, on va dessiner ça sur les chronogrammes. Vous êtes sûr Oui, je vous écoute. Vous êtes sûr de ce que vous avez écrit IH est égal à IT, c'est pas plutôt ID est égal à IT? Alors c'est possible, oui, bien sûr, j'ai fait une erreur, c'est IH. Pour la deuxième partie de la période, IH égale 0. Et bien sûr, ID égale à I de T. Je vous remercie. Voilà. Bien sûr, ça s'inverse. Alors, je reviens au chronogramme. Donc là, on a vu que ici, donc c'est H qui est passant, D qui est bloqué. Ici, c'est l'inverse. H bloqué et D qui est passante. Et puis, voilà, H passant, D bloqué. Monsieur? Oui, je vous écoute. Mais normalement, entre alpha T et T, H il est ouvert, non? Oui, donc H est bloqué si vous voulez. Bloqué, ça veut dire que l'interrupteur est ouvert en fait. Bloqué, passant, donc il se comporte comme un fil, et bloqué, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Il bloque le courant si vous voulez. D'accord?
Voilà. Alors, si je dessine du coup mes chronogrammes, alors, lorsque H est passant, le courant passe par... le courant va passer par le hacheur, avec ça, ici, puis... Voilà. Ah, donc là, j'ai le... ici, j'ai Imin, et puis là-haut, Imax. Ampères, et donc là-haut, Imax égale 26 ampères. Alors, si vous voulez continuer, hein, puisque ensuite le courant IH est égal à 0, donc vous pouvez faire ça, puis ça. Voilà. Et puis pour le courant dans la diode, ensuite, le courant passe par la diode dans la phase de décroissance du courant, du coup. Et là, vous avez le courant dans la diode. Voilà, donc ici 0, alpha t, t, 0, alpha t et t, et bien sûr le courant Imax et Imin. Voilà, donc Imax, Imin. Alors, voilà, hein, pour la forme, on voit bien que du coup, on retrouve bien I de t égale IH plus ID. Hein, si j'applique la loi des nœuds, hein, je vois bien que la superposition des deux courbes, la somme des deux courbes IH et ID me donne I de t. Alors, on vous demande d'estimer la valeur moyenne par deux méthodes et en déduire l'ondulation relative. Alors, la valeur moyenne. Non, c'est pas par deux méthodes, la valeur moyenne. Il n'y a qu'une méthode. Estimer la valeur moyenne, puis de deux méthodes différentes, la valeur de l'ondulation du courant dans la charge. Voilà, on reviendra sur le calcul. Donc ça, c'est le petit c. Alors, je mets en face des bons chronogrammes. Alors vous voyez que le I moyen,
Vos Imax est linéaire, donc on peut écrire que I moyen vaut Imax plus Imin divisé par 2. Donc si je fais l'application numérique, 26 plus 16 sur 2, donc 21 ampères. Alors, ensuite, l'ondulation en courant. Et vous avez le delta I égale Imax moins Imin. On a malgré tout on a 10 ampères d'ondulation. Ouais, donc si on fait le rapport, vous voyez delta I divisé par I moyen, donc l'ondulation relative par rapport à la valeur moyenne du courant. Et on a quelque chose qui est assez énorme, puisqu'on se retrouve avec du 10 sur 21, ça fait presque 0,48. On a 48% d'ondulation par rapport à la valeur moyenne du courant, ce qui est trop, ce qui risque un petit peu d'endommager le moteur, parce que ça fait des variations importantes, alors que ce moteur-là est fait pour être alimenté en continu. Là, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir, on vous dit à la question petit d, voilà, on voudrait avoir une ondulation simplement de 5%. Et donc, avec un I moyen de 21 ampères, une ondulation relative de 5%, 0,05, ça vous donnerait un delta I égal à 0,05 multiplié par 21, donc à peu près 1,05 ampères, c'est ce qu'on souhaiterait avoir, donc là on peut dire qu'il n'y a plus trop d'ondulation. Et dans ce cas-là, la nouvelle valeur du Imax, vous voyez que sur la caractéristique là, qui est linéaire du courant, on peut dire que le Imax, c'est donc le I moyen plus delta I sur 2. D'accord, donc 21 plus 1,05 divisé par 2, et ça vous fait 21,53 ampères. Et le Imin, donc I moyen plus moins delta I divisé par 2. Voilà, donc 21 moins 1,05 divisé par 2, et ça vous fait 20,48 ampères. Voilà, donc c'est ce qu'on souhaiterait avoir. Alors, ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est voilà, voilà, pour essayer de voir sur quoi on peut jouer pour diminuer l'ondulation, il faut calculer essayer d'exprimer l'ondulation en fonction de alpha, de V, de la bobine, et puis de la fréquence de hachage. Alors, ça on le montrera, je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, le reste de l'exo demanderait un peu plus de temps. Il va nous rester à peu près un quart d'heure. Je ne vais pas trop tarder à arrêter parce que bon, c'est pas nécessaire que j'aille vite pour essayer de corriger la fin de l'exercice. Il va nous rester un petit peu de temps la semaine prochaine. Pour cette partie qui est un peu plus, les exos qui arrivent sont un peu plus délicats. On sera en présentiel, ce sera un petit peu plus commode, en tout cas pour ceux qui seront sur place. Oui, alors, oui, je vous écoute. Moi, j'avais juste une question sur les deux méthodes dans la question petit c de cet exercice. Voilà, il y aurait une autre méthode qui consiste à calculer, je pense que c'est ça qui est demandé dans l'exercice, calculer l'ondulation, essayer de retrouver la formule de l'ondulation. En fait, vous avez le delta I. On peut montrer que si le courant est linéaire, on peut montrer que delta I vaut alpha fois V, facteur de 1 moins alpha, et divisé par L multiplié par F. On peut retrouver l'ondulation comme ça. Je pense que c'est ça qui est demandé. Donc là, ce que je ferai la prochaine fois, je vais vous montrer comment on retrouve cette formule-là. Vous voyez que on voit ensuite que pour un rapport cyclique donné,
plus le L va augmenter. Si j'augmente le L, je vais lisser le courant. Vous voyez, j'ai delta I qui va diminuer. Et c'est pareil, si j'augmente la fréquence de hachage, ça a aussi un impact qui est positif sur l'ondulation en courant, puisque l'ondulation en courant va diminuer. Donc, ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est comment retrouver cette formule-là. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'aurai pas suffisamment de temps, ou on va le faire vite et je vais le faire mal pour le coup. Voilà, donc vous pouvez essayer de le refaire chez vous, c'est-à-dire, vous voyez, vous reprenez pour obtenir l'équation des bouts de caractéristiques du courant, hein, sur la caractéristique entre alpha t et t, ou entre 0 et alpha t. Vous pouvez reprendre le schéma et puis vous réécrivez l'équation différentielle. C'est-à-dire, par exemple, vous placez, voilà, hein, dans vous pouvez vous placer dans l'intervalle alpha t et t. Donc là, la diode est passante, hein, D passante. Vous allez pouvoir écrire, si vous revenez au schéma, là, vous allez pouvoir écrire que, voilà, je reviens à ce schéma-là, si la diode est passante, vous voyez, hop, ben, je me retrouve avec un fil à la place de la diode, je n'ai pas le hacheur, donc ouais, je vais me retrouver, oui, avec un simple fil ici. Ouais, en fait, avec ça, oui, c'est mon schéma. Hein, donc, un fil ici. Et vous voyez que la somme de la tension borne du monteur, donc le E plus RI plus le LDI sur DT, est égal à 0. Voilà, c'est cette équation-là qu'il faut résoudre pour trouver ensuite là, des passantes. L'interrupteur est bloqué, le hacheur est bloqué. Et donc vous voyez qu'on se retrouve avec du E plus RI de T plus LDI sur DT égal à 0. Et à partir de là, on va pouvoir trouver l'équation du courant. Alors pour ça, ce qu'on fait généralement, on néglige la chute de tension dans la résistance, de manière à être sur la partie de la caractéristique qui est linéaire. On peut le faire en fait dès que ben, l'ondulation est suffisamment pas trop élevée, c'est-à-dire dès qu'on a une valeur pour la bobine qui est suffisamment élevée ou une fréquence qui est suffisamment grande pour pouvoir approximer le courant par une fonction affine. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait généralement, hein, c'est ce qui est fait en cours. Bon, c'est ce qu'on fait quand on a un hacheur, parce qu'ensuite, si on doit tenir compte du RI de t, ça vous fait une solution en exponentielle, et là, ça vous fait un truc qui est un peu compliqué. Du coup, vous voyez que vous vous retrouvez avec du DI sur DT, qui est à peu près égal à moins 1 sur L. Vous voyez, ça explique ensuite, lorsqu'on a fait cette approximation-là, qu'on ait des bouts de caractéristiques pour le courant qui soient à peu près linéaires. Donc, en travaillant sur ça, on va retrouver I de t, bien sûr, en se servant des conditions initiales. On va trouver l'équation de I de t, et à partir de l'équation de I de t, on va pouvoir trouver ce que vaut I max moins I min. Voilà. Donc ça, je ferai ça la prochaine fois. Je vais arrêter là. Voilà, parce qu'on se retrouve donc tout à l'heure à 14h pour vous laisser un petit peu de temps et puis digérer tout ça. Et voilà.